mais désolé. Merci. On peut aussi éternuer sans problème, personne ne s'en offusquera. Salut, c'est Andrzej et voici la BMW S1000R. Ceci est un contenu sponsorisé mais comme d'habitude honnête. C'est pourquoi je ne manquerai pas de souligner par exemple que le phare avant provient de la F900R ou que la moto a du mal à lever la roue avant à l'embrayage. Mais nous y reviendrons. Avant tout, je suis super heureux que nous soyons à Driveland, un circuit construit par Tomek Kuchar. Cet homme nous a fait confiance, il croit que nous sommes compétents, que nous n'allons pas abîmer ce circuit et que nous allons l'utiliser conformément à sa destination. Donc j'espère que non seulement celui-ci, mais aussi d'autres contenus avec ce type de machine, nous pourrons les réaliser ici. Car la vérité, c'est que c'est un naked bike, une moto universelle pour rouler partout, en ville, sur la route et sur circuit. Mais faire une vidéo avec cette moto en ville, eh bien je roulerai à 50 à l'heure en traînant. Pire, pire, pire. Comme c'est gentil, comme c'est gentil. Ville moto, non. Je sais que vous voulez voir de quoi ce vélo est capable et je l'ai non seulement emmené ici, mais je l'ai également conduit sur la piste de Poznań. Un par un. J'adore le contenu sponsorisé sur Internet. Souvent, il s'agit simplement de réciter ce que le producteur a à dire avec les mots de, je ne dirais même pas des éditeurs, des youtubeurs, des influenceurs, etc. pour ne pas être en reste. Attention, j'aime beaucoup ça. L'odeur de l'essence flotte dans l'air. Non, parce que c'est hermétique. Sérieusement? Non. Le moteur tourne à plein régime. Il y a eu des moments comme ça aujourd'hui. La puissance pure se déploie. Eh bien, au final, on y arrivera peut-être. Il est temps de présenter la BMW S1000R. À l'extérieur, un roadster dynamique. À l'intérieur, l'ADN d'une superbike. Le châssis et le moteur ont les gènes de la RR ultra agile, ultra précise de 165 chevaux, de à 194 kg de poids. Encore plus sophistiqué, encore plus audacieux, tout comme moi. Soyez le premier à nous soutenir avec le package M Optimal, blablabla. Le hashtag ne cesse jamais de nous mettre au défi. Et je dois admettre que BMK est assez courageuse. Mais je veux dire, je ne sais pas, est-elle courageuse? Intelligent? Eh bien, c'est une moto de classe Hyper Naked Bike, car une telle classe est soudainement apparue de nulle part. Je veux dire, vous savez probablement d'où cela vient, mais pourquoi le développer? Mais elle existe, c'est-à-dire les motos de la catégorie 1000. En fait, ce sont des machines sportives dépouillées de leur carénage avec un large guidon. Totalement inutile pour un usage quotidien. Avant tout, parce que la plupart de ces motos, enfin peut-être pas la plupart, mais beaucoup d'entre elles offrent soudainement 200 chevaux, 220 chevaux, 180 chevaux que nous n'avons tout simplement aucune chance d'exploiter. Et c'est le moment où l'on atteint une certaine limite, peut-être pas de bon sens, mais de réalité, où l'on se rend compte qu'on n'a pas besoin de 180 ou 200 chevaux dans un naked bike. Bien sûr, c'est sympa de les avoir, sympa de les utiliser une fois pour dire « Oh, je l'ai fait », mais sérieusement, est-ce vraiment nécessaire? C'est pourquoi la BM a 165 chevaux et honnêtement, quand j'ai demandé aux ingénieurs pourquoi elle en avait 165, ils m'ont répondu que c'était largement suffisant. Et je dois admettre que c'est vrai parce que rappelez-vous que quand on gagne quelque chose, on perd aussi quelque chose. Si on a beaucoup de puissance, on a toujours un peu moins de couple à bas et moyen régime. Et avec les naked bikes, on roule à tous les régimes parce qu'on les utilise aussi bien lentement que rapidement pour aller au travail ou sur circuit. Donc, 165 chevaux, et il s'avère que selon BMW, c'est l'optimum pour ensuite répartir 114 Nm et cette puissance sur la courbe de puissance et la courbe de couple, afin que le couple soit le plus linéaire et prévisible possible. Et en effet, on ne peut absolument pas lui retirer ce mérite. Pour plaisanter, je disais même que si vous imaginiez, vous savez, la Honda la plus spectaculaire et phénoménale qui soit, eh bien ce serait une BMW. Le fait est que la moto est, du tout début, dès les plus bas régimes jusqu'à la toute fin, d'une prévisibilité phénoménale.
Certes, il y a un coup de puissance à la fin, mais c'est un coup de puissance qui arrive après une vraie bonne dose d'accélération. Et on s'attend à ce que l'enfer se déchaîne d'une seconde à l'autre. Et c'est exactement ce qui se passe. Il part vraiment du bas, du bas, du bas, il accélère, et on se dit mince, ça continue encore. Et il continue encore, bon sang. Je ne pense absolument pas que ce soit une moto qui manque de puissance à un quelconque moment. Et pas seulement ici, pas seulement en ville, mais aussi sur le circuit de Poznań quand je l'ai piloté. Pour un naked bike, honnêtement, c'est vraiment tout ce qu'il faut. Et justement, cette linéarité, tout cela nous aide ensuite dans chaque situation. Même faire du wheeling avec cette moto est tellement facile, bien sûr, si tu sais déjà le faire, si tu as les bases, tu la lèves et tu la contrôles avec les gaz. Peu importe que tu sois en mode Dynamic Pro, mais voilà que les motards en cruisé arrivent et ils font du bruit dans mon micro. Merci les gars. Cette moto est, s'il vous plaît, très silencieuse et efficace. Pourquoi autant de bruit? Eh bien, certains en ont besoin alors qu'ils en profitent. Quoi qu'il en soit, quand on roule sur la roue arrière, c'est tout simplement comme ça. Comme un scalpel précis, elle fait exactement ce que je veux et ne nous effraie absolument pas. Que ce soit la puissance ou le couple, tout est sous un contrôle total. Même en mode Dynamic Pro, quand la réponse à l'accélérateur est la plus réactive. Et souvent, sachez-le, sur de nombreuses motos, en mode le plus sportif, racing, race, dynamique, il y a différents noms. Elles peuvent être très agressives à l'accélération et deviennent alors souvent inutilisables. Et ici, mon Dieu, tout est comme il se doit. Le moteur est donc vraiment phénoménal. Il n'a pas le shift cam que l'on trouve dans la S1000R car c'est pratiquement le même moteur. Et c'est déjà une preuve que si BMW avait voulu faire 200 chevaux, il suffisait de ne rien changer au moteur de la S1000RR et simplement de le mettre ici. Mais par exemple, grâce à cela, nous n'avons pas le système shift cam qui certes est sympa car il offre à la fois un couple puissant et une puissance élevée, mais le couple sur la S1000RR n'est pas plus bas ou plus haut qu'ici car il y a simplement moins de puissance, donc il peut y avoir plus de couple. Alors pourquoi cette moto? Je plaisantais au début en disant qu'elle ne veut pas lever la roue avant à l'embrayage, mais en réalité, c'est un avantage. C'est parce que c'est le résultat d'un vilebrequin très léger et de composants moteurs très légers. Parce que rappelez-vous, quand vous faites cabrer la moto en relâchant brutalement l'embrayage, pap, pap, ce n'est pas la puissance ni le couple généré par les tours qui font lever la moto sur la roue arrière, mais bien l'inertie du vilebrequin. On embraye soudainement et ce vilebrequin transfère d'un coup son inertie à la roue arrière, ce qui lui donne de la puissance et de l'élan et la moto part. Ici, il faut vraiment ouvrir les gaz et relâcher franchement l'embrayage pour qu'elle se lève à basse vitesse. Eh bien, nous pouvons encore le faire, mais c'est un bel exemple du fait que, ce ne sont pas la puissance et le couple qui font la différence, mais seulement les composants du moteur. Cela ne change rien au fait qu'en première ou deuxième vitesse, vous pouvez facilement relâcher l'accélérateur et la voiture passera alors sur la roue arrière de la manière la plus agréable et la plus agréable. Clac, gifle. Ensuite, nous couronnons le tout avec ce quick shifter phénoménal, car il n'y a pas d'autre mot pour les quick shifters BMW que phénoménal, car ce quick shifter de haut en bas, c'est bye 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 bye. Vous pourriez même apprendre à y jouer, je suppose. Pétard, tout simplement l'un des meilleurs quick shifters qui puisse exister. Et avec ce moteur qui est très léger, très linéaire, on peut l'utiliser aussi bien à bas régime qu'à haut régime. Donc en roulant avec cette moto, en réalité, on utilise l'embrayage seulement pour démarrer et s'arrêter. C'est vraiment super. Qu'est-ce que j'aime d'autre sur cette moto? En fait, ce n'est pas très juste parce que j'aimerais bien la critiquer, mais il n'y a pas vraiment de raison de le faire juste pour le principe. Bon, j'ai déjà critiqué le phare avant, parce que désolé, je préférais l'ancien, il avait plus de caractère, il était particulier, alors qu'ici, on a juste mis un phare, exactement le même que sur la F900R. Peut-être que c'est même exactement le même et pour l'apparence, à vous de juger. Mais à part ça, j'ai du mal à trouver quelque chose à reprocher. Attendez, peut-être que j'aurai quelque chose à dire sur les freins. À part ça, cette moto, vraiment, le cadre, c'est un cadre sportif, rigide, mais en même temps agile. Elle est agile justement grâce à la légèreté de ce moteur qui ne crée pas de résistance, on n'a pas à lutter contre lui. Elle tourne vraiment bien, se balance facilement. Pour les chicanes, les changements de direction, cela se fait avec une légèreté phénoménale. Cette moto est déjà légère sur le papier parce qu'elle pèse, même complètement pleine, je crois, 177 kg, réservoir rempli à ras-bord. C'est vraiment très peu. Et on peut encore y ajouter le pack M, c'est-à-dire les jantes en carbone, qui réduiront encore le poids. Le système d'échappement en titane, qui réduit encore le poids.
Donc cette moto n'est pas seulement légère sur le papier, mais elle l'est aussi en ressenti. Cependant, cela n'affecte pas sa stabilité, car il arrive souvent qu'une moto agile, légère et oulala devienne instable dès qu'on prend de la vitesse. Non, cette moto a montré ici à Driveland à quel point elle peut être agile, comment elle peut passer de droite à gauche et ainsi de suite. Et à Poznań, quand je l'ai conduite, elle a aussi prouvé à quel point elle peut être stable à haute vitesse. J'ai conduit cette moto sur ce genre de circuit. J'ai conduit la version M. Mais vous savez, c'est la M. Il n'y a pas de différence au niveau de la suspension, des freins. Rien ne change, juste un peu l'apparence. Les roues en carbone. Avec cette moto, il n'y avait aucun problème à rouler en dessous d'1 minute 50. Il me semble que, avec de bons pneus, 1 minute 45 est une estimation prudente du temps qu'on peut réaliser avec cette moto sur le circuit de Poznań. Donc pour un naked bike, on peut dépasser beaucoup de motos sportives. La suspension est bien sûr semi-active. Comme d'habitude, on ne ressent pas vraiment complètement son fonctionnement. On sent simplement que cette moto est stable en mode Rainy Road, elle est douce, agréable, et quand on passe en Dynamic ou Dynamic Pro, elle devient plus rigide, mais pas au point de ressentir soudainement que quelque chose fonctionne. Elle tient tout simplement très bien dans les virages. Qu'est-ce que je reproche aux freins? Ce sont un peu mes préférences personnelles. La puissance de freinage, tout est super. Étonnamment, sur circuit non plus, je n'ai pas eu de problème avec les freins. Avec la première SM1000RR, oui, mais ici, ce n'était plus le cas. Je ne sais pas si c'est à cause de vitesse plus faible ou d'un freinage moins puissant, mais je ne pense pas. Tout simplement, il ne se passait rien avec ces freins. Ils ne chauffaient pas. Le fait qu'il me semble difficile à dire, mais presque tout ou rien. La sensation du levier est binaire, voilà, parce que quand on roule, il est vraiment dur et bien sûr, il y a ensuite une modulation. Quand on appuie, il permet de moduler, mais ce n'est pas aussi consistant, ce n'est pas aussi sportif que ce que j'aime. Il y a de la puissance, tout y est, mais il me manque, vous savez, une certaine finesse dans ce freinage. Cela ne change rien au fait que nous avons bien sûr l'ABS, le cornering ABS qui s'appelle ABS Pro, ce qui veut dire qu'on peut écraser le levier à fond, même en virage, et il ne se passera rien. On va simplement perdre de la vitesse. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait des tests de freinage parce que c'est justement ce qui est génial ici. C'est que je peux enfin faire, par exemple, des tests de freinage, comparer le freinage dans différents modes, l'accélération, etc. Eh bien, j'ai réussi à m'arrêter plus rapidement en mode Dynamic Pro, dans lequel l'ABS de la roue arrière était désactivé. Eh bien, c'est parce que la moto permettait davantage à la roue arrière de se soulever du sol. Et quand elle retombait, elle était bloquée. Donc apparemment, ça mordait un peu mieux. Mais cela a montré que même avec l'ABS à l'avant et désactivé à l'arrière, il faut quand même gérer un peu parce que la moto s'est soulevée, elle a commencé à bouger un peu, donc j'ai dû gérer ça. Donc, si tu sais le faire et que tu as de bonnes conditions, parce que, on va être honnête, l'adhérence ici est excellente. Alors, avec le mode Dynamic Pro, tu freineras mieux qu'avec le mode dynamique normal, c'est-à-dire quand l'ABS fonctionne sur les deux roues. Parce que dans ce cas, la moto pousse un peu plus. Mais vous savez, c'est une différence, je ne sais pas, peut-être d'1 mètre, 1,5 mètre. Je sais que dans le cas d'un freinage d'urgence, ça peut faire beaucoup, mais je pense quand même que dans des conditions incertaines, sur la route par exemple, je choisirais quand même le mode dynamique, où je mets tout à fond, tu vois, et éventuellement je peux viser quelque part, au lieu de penser que l'arrière décroche, que l'arrière part, et que je dois encore lutter avec ce contrôle. Donc sur circuit, je recommande tout de suite le mode Dynamic Pro, la première chose à faire, ou alors sur un terrain fermé si vous avez envie de vous amuser un peu. Ah, sinon, alors l'ABS classique en mode dynamique ou road et tu roules. Ensuite, ce qui est drôle en ce qui concerne l'électronique, c'est justement ça. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Dites-moi, est-ce que c'est bien ou mal que les motos commencent à faire des wheelings à notre place? Parce que quand on passe en mode Dynamic Pro, il faut acheter ce petit module. C'est important parce qu'on passe en mode Dynamic Pro et on peut modifier les réglages comme on veut et on a séparément le contrôle de traction que ce qui est le plus important chez BMW, on peut toujours désactiver d'une simple pression sur un bouton. Ça a toujours été le cas sur les BMW et heureusement, ça l'est resté, mais on peut régler séparément le contrôle du wheeling et si on règle le wheelie control sur un, honnêtement, j'ai eu peur. C'est le test qui me fait toujours le plus peur parce que là, tu t'en remets complètement à l'ordinateur. Tu dis, tiens, voilà, c'est moi, c'est potentiellement mon dos qui va trinquer. Mais bon, ça marche. Je tenais les gaz en position 1, poignet à fond, la moto faisait comme ça au haut. Et tout simplement, jusqu'à ce que le régime atteigne la limite, elle continuait à lever la roue avant. La technologie moderne.
Vous savez, d'un côté c'est cool parce que si quelqu'un ne sait pas faire, a peur ou ne veut pas apprendre, il peut essayer de lever la roue avant dans un endroit comme celui-ci ou sur un aéroport désert, n'importe où. Ah justement Tomek, tu sais rouler sur la roue arrière avec une moto? Je ne sais pas du tout conduire une moto. Il ne sait pas du tout conduire une moto et tout de suite on va lui expliquer comment faire et il roulera sur la roue arrière. On va voir. Et si tu sais déjà rouler sur la roue arrière, tu diras que c'est complètement nul, de la triche. Comment une moto peut-elle faire un wheeling à ta place? Eh bien, c'est possible. Alors dites-nous si c'est bien ou pas bien d'avoir une électronique qui nous permet de faire un wheeling sans effort. Oh! Qu'est-ce qu'on fait ensuite avec cette moto? Les acrobaties, c'est-à-dire ce que j'adore, faire le singe sur les motos. Je vais vous dire, cette machine a tellement d'adhérence que ce n'est pas si simple. Les rapports sont longs, il faut les pousser et ces acrobaties se font le mieux en rétrogradant agressivement et en y allant. Et quand il y a moins d'adhérence, en fait la moto glisse volontiers, mais ici, elle est tellement collée à la route grâce à cette suspension. Il gère ça de telle manière qu'il y avait énormément de grippe à l'arrière. Je devais me battre pour qu'elle glisse. Bien sûr, je pourrais m'entraîner, travailler ça et ça finirait par marcher, mais elle ne veut pas vraiment le faire. C'est pareil pour rouler sur la roue avant. Je sens que cette moto est conçue pour s'arrêter le plus vite possible depuis une grande vitesse pour entrer dans un virage en freinant fort à grande vitesse. C'est pour ça qu'elle a été créée, pas pour rouler sur la roue avant ou glisser. Bien sûr, on peut tout faire. Chris Pfeiffer a montré dans la vidéo promotionnelle que c'est possible. Dans la vidéo promotionnelle, il a même montré qu'on peut changer de vitesse avec le pied droit. Je vous recommande d'aller voir ça dans la vidéo promotionnelle. Voilà tout. La moto est tout simplement faite pour rouler très très vite dans différentes conditions et elle est conçue pour que tout le monde puisse la conduire, que ce soit très très vite ou pas vite du tout, dans toutes sortes de conditions et que chacun puisse la maîtriser. Parce que honnêtement, aujourd'hui, j'ai eu l'impression que c'est une moto sur laquelle je ne veux pas être vulgaire ni dire que n'importe quel idiot pourrait rouler sans se faire de mal. Parce qu'en réalité, on peut quand même se faire mal avec. Mais si tu ne sais pas conduire et que tu te comportes de façon imprudente, eh bien tant que les systèmes sont activés et que c'est ce châssis, cette moto, permet vraiment beaucoup de choses, elle pardonne de nombreuses erreurs et accepte des choses que normalement on ne ferait pas. Et on peut les faire parce qu'on est sur un circuit fermé avec beaucoup de virages, de petits ronds-points, une petite colline et des lignes droites. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on est bien ici! Donc pour résumer, il n'est absolument pas exclu que BMW est véritablement fait. Tu sais, je n'aime pas particulièrement cette expression de meilleure moto, de meilleure naked bike. BMW a certainement cherché à créer la moto parfaite, la machine idéale dans la catégorie des naked bikes ou des hyper naked bikes en visant l'excellence et la performance. Vous savez, parfaitement équilibrée, à la fois rapide et douce, facile à conduire en ville et capable de filer très vite sur circuit avec des poignées chauffantes, un régulateur de vitesse, une suspension dynamique, réglable, assouplie ou raffermie, un écran électronique, la navigation, la connectivité, tout simplement tout. Et à leur avis, ils l'ont certainement fait. À mon avis, l'ont-ils fait? Je pense qu'ils en sont très proches, car je ne veux pas rendre de verdict, mais faites attention, ce n'est vraiment pas parce que c'est une vidéo sponsorisée, car je n'ai aucun problème à critiquer une moto si c'est nécessaire. Mais je cherche, et j'ai du mal à trouver. L'échappement est plutôt silencieux, mais quand tu rétrogrades, ça fait boum, 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 ça donne aussi une certaine impression. Peut-être que c'est la moto naked bike parfaite ou la meilleure. Je ne sais pas. C'est à vous de répondre. Est-ce par exemple la meilleure moto pour vous? Est-ce ce que vous attendez d'une machine? Mais il me semble que dès qu'on regarde un peu à travers différentes choses, comment les gens roulent sur cette moto, on se rend compte qu'en fait, tu peux la conduire de toutes les manières possibles. De l'installation de la bulle et des valises jusqu'à faire complètement le fou sur circuit. Voilà, c'est tout. Dites-moi ce que vous pensez de cette moto ou peut-être que vous l'avez déjà essayée ou que vous avez roulé sur la version précédente. Quels sont vos fantasmes concernant la BMW S1000R? Parce que mes fantasmes, vous les avez vus ici. Voilà. Je vous salue. Salut!